Je suis chercheur depuis peu à l'INRAE de Bordeaux. Depuis quelques mois maintenant, à peine, en sociologie. J'ai soutenu ma thèse en novembre 2019 dernier à l'Université de Bordeaux au sujet des parcs nationaux français et de leur réforme, des effets en termes d'inégalité environnementale. Aujourd'hui, enfin voilà, le champ de recherche dans lequel je m'inscris le plus, c'est celui de la justice environnementale. Des défis, selon moi, aussi importants, très très importants, c'est celui d'arriver à concilier la lutte contre les dépravations écologiques, contre les dégâts, contre l'érosion de la biodiversité, contre le changement climatique, et la lutte contre les inégalités sociales, environnementales. Notamment, enfin, est-ce que ces deux causes sont vraiment compatibles ou pas? Il y a cette question qui se pose très fortement à travers, par exemple, la mise en place des politiques publiques environnementales. Comment peut-on à la fois être efficace écologiquement et en même temps juste socialement? Et ces deux dimensions sont souvent posées comme opposées, alors qu'il y a effectivement des signaux qui invitent au contraire à considérer que plus l'on est juste socialement dans la mise en œuvre des politiques publiques environnementales, plus on est efficace écologiquement. Mais ça fait vraiment controverse. En France et partout dans le monde, on constate un rapport de causalité ou un lien de corrélation fort, statistiquement avéré, entre par exemple la pauvreté et la surexposition aux risques environnementaux. Alors aux aléas climatiques, par exemple si l'on songe à Katrina et aux dégâts qu'elle a causés en Louisiane par exemple, ce sont les communautés les plus pauvres qui ont été les plus durement touchées. Et en fait, ça, c'est le thème de l'environmental justice, qui est né dans les années 70-80 aux États-Unis, qui est un mouvement scientifique et social, qui a su vraiment statistiquement mettre en évidence le lien avéré donc, entre le fait d'être d'une communauté pauvre et de couleur, et d'habiter, par exemple, dans la proximité de déchetteries, de zones dangereuses, etc. Donc, en somme, plus on est marginalisé sur les plans socio-économiques, culturels, ethno-raciaux, etc., et plus on a malheureusement de chances ou de risques d'être exposé à un mauvais environnement, à des risques, à des conditions sanitaires malheureusement dangereuses pour la santé. Comme on peut voir à la lueur des crises qui nous frappent, on est complètement démunis et vulnérables, quelle que soit notre catégorie sociale. Là où, bien sûr, les plus aisés, les plus riches vont à nouveau avoir plus de marge de manœuvre et plus de résilience, ou plus de capacité à s'en remettre ou à s'adapter face à ces aléas, face à ces changements et à ces crises. La définition la plus simple que je puisse donner, et elle n'est pas de moi, elle est de Valérie Deldrève, c'est que les inégalités environnementales sont entendues comme des inégalités d'exposition aux risques, d'accès aux ressources et aménités, d'impact sur l'environnement, de capacité à agir en son nom ou encore à bénéficier des politiques environnementales. Elles sévissent entre les États, mais aussi entre et dans les populations. Elles s'imbriquent en fait aussi à d'autres formes d'inégalités plus socio-économiques et elles peuvent en décupler les effets. Une partie de ce qui pourrait expliquer que l'on en soit là aujourd'hui dans une société malheureusement écologiquement non soutenable, non vertueuse, inégalitaire sur les plans socio-économiques, c'est sûr qu'il y a un problème un petit peu peut-être propre à la modernité, une façon de concevoir le rapport de l'homme à l'environnement qui est essentiellement des prédateurs. Il y a des auteurs qui parlent plutôt de plantationocène ou de capitalocène pour désigner cet âge de l'homme qui se met à asservir la nature pour ses propres besoins. Donc il y a effectivement un rapport à l'environnement tout à fait utilitariste. Donc le plantationocène, ça désigne un peu ça, ce rapport à l'environnement, cette matrice qui est que l'on va exploiter un peu sans limite les territoires, les terres et les hommes y compris qui l'habitent, en les considérant parfois, en les assimilant aussi à la nature elle-même, comme des extensions de la nature elle-même. Donc, dont seul l'homme blanc serait émancipé. C'est un peu l'ontologie naturaliste classique qu'a développé Philippe Descola en 2005. En économie, il y a des gens comme Éloi Laurent
qui font tout leur possible pour que l'on sorte de ce logiciel économique qui ne voit pas de limite naturelle, physique, à l'exploitation de la terre par l'homme. Il y a vraiment ce besoin de déboulonner ça, quoi, de nos rapports à l'environnement. Des thématiques comme Éloi Laurent les développe, à mon avis, à très juste titre, c'est de sortir des indicateurs de croissance type produit intérieur brut, de sortir d'une définition de la croissance mesurée par ce seul indicateur, pour le remplacer par des indicateurs, par exemple, de bien-être humain, qui lui paraîtraient beaucoup plus significatifs du développement tel qu'on pourrait en fait le désirer. J'ai réalisé ma thèse dans le cadre du projet Effigie, et en fait on a montré deux choses à travers l'étude des parcs nationaux et des captages Grenelle pour l'eau. Ce sont des politiques publiques qui se réclament de l'équité et de la participation des publics cibles, des publics concernés par la décision. Et ce qu'on a montré, c'était que finalement la façon dont cette participation pouvait être instaurée, elle reproduisait, voire elle pouvait aggraver les inégalités environnementales préexistantes à la mise en place de ces politiques publiques. Parce qu'en fait, elles organisent la participation des publics locaux forts, qui étaient déjà en place avant l'instauration de cette politique publique, son mécanisme correcteur. Ce biais de représentation des groupes sociaux localement les plus forts, les plus légitimes, se reproduit au sein des instances qui permettent de les consulter. Donc l'évincement des publics sociaux les plus marginalisés se réitère à nouveau, et à nouveau leurs usages se voient discriminés. Certes, on peut avoir des politiques publiques environnementales qui apparaissent vertueuses, qui apparaissent démocratiques, qui apparaissent à la pointe de la démocratie sur ces sujets-là, mais qui en fait, malgré ces bonnes intentions, reproduisent les iniquités locales, environnementales, qui étaient déjà là. Donc il faut parvenir en fait à dépasser cet écueil-là. L'enjeu, c'est quand même de considérer, de sortir de l'irénisme du local, cette idée que les rapports de force locaux ne joueraient pas ou n'existeraient pas, ou que le local serait vertueux en soi, parce qu'il y a effectivement des mécanismes de domination, des dissymétries fortes qui font qu'il y a des publics faibles et des publics forts, comme le dit Nancy Fraser. Et malheureusement, les politiques publiques et environnementales, en particulier les parcs nationaux, en organisant la participation, donnent une opportunité politique pour ces inégalités qui étaient déjà là, de se durcir encore plus, de s'accroître, voire de se valider, un peu de s'instaurer dans le marbre, dans le temps, de se figer. Donc ça, c'est un vrai problème que, selon moi, des élus ou des collectivités doivent ne pas perdre de vue, c'est que le fait d'organiser la participation et de paraître démocratique, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment être attentif, sûrement avec l'aide de sociologues, d'anthropologues, de sciences humaines et sociales. Il faut bien étudier ce qu'on appelle les contextes de mise en œuvre, les contextes d'application, pour y repérer ces inégalités, par exemple, ces rapports de force locaux, et veiller à ce qu'ils ne soient pas réentérinés, reproduits dans la mise en œuvre des politiques publiques qui se pensent initialement comme vertueuses. Il y a toujours un fossé, et ça c'est une vieille antienne aussi des sciences humaines et sociales, c'est quelque chose de très vieux, c'est l'implementation gap. Il y a toujours un décalage très fort entre les intentions initiales qui forgent les politiques publiques et la réalité de la mise en œuvre et de l'application, qui voit toujours en fait des publics locaux forts s'accaparer quelque part les avantages, les bénéfices alloués par la mise en œuvre de ces politiques publiques, et qui peuvent s'en servir pour affermir leur domination sur les publics locaux marginaux. Ce que nous a aussi enseigné le projet Effigie, c'est qu'a priori, on peut faire le pari de l'équité. C'est-à-dire qu'il y a de grandes chances pour que les efforts environnementaux sollicités par les politiques publiques environnementales auprès des publics concernés soient consentis par ces publics si ces efforts leur apparaissent comme justes. Donc c'est très important, en fait, par exemple pour une politique publique environnementale, d'évaluer quelque part les conséquences qu'elle va avoir sur les publics cibles, en termes socio-économiques, par exemple, et de s'interroger sur finalement, est-ce que cette politique publique obère l'avenir de ces publics, ou au contraire,
les favorise. Et comment, dans ce cas, si jamais elles les obèrent, comment compenser et comment inciter les acteurs à néanmoins mettre en œuvre ces actions-là, y compris si elles les décèlent. Sur la résilience, effectivement, je pense que la définition, elle peut être potentiellement très plastique. La résilience, selon moi, elle renvoie à la capacité d'un système, d'abord au départ d'un écosystème, mais on pourrait plutôt parler de socio-écosystème aujourd'hui, mais d'un écosystème à se remettre d'un choc qui advient pour effectivement revenir à l'état qui précédait ce choc. Donc c'est une capacité à absorber et à métaboliser les chocs de manière en fait quelque part à en être le moins impacté possible. Cette notion-là de résilience sous cette définition, pour ma part, ne me convient pas du tout. C'est-à-dire, je ne souhaite pas que l'on soit aujourd'hui dans des sociétés résilientes, parce que si je le souhaitais, ça voudrait dire que j'estime nos sociétés à la fois justes écologiquement et anthropologiquement pour les hommes et pour la nature. Or, je pense qu'on est dans un système à la fois insoutenable vis-à-vis de la nature et inégalitaire vis-à-vis des sociétés et des hommes. Je vois un petit peu d'espoir, parce que j'ai l'impression qu'il y a un réveil citoyen, des demandes de plus en plus pressantes de justice climatique. Par exemple, il y a notre affaire à tous qui a émergé récemment sur la scène publique et qui est porteur, je trouve, d'un message fort et d'espoir. Et il y a les Gilets jaunes, il y a la Convention citoyenne pour le climat. Il y a des ingrédients présents pour amorcer une transition sociale écologique, mais dont nos gouvernants doivent se saisir pour entrer dans une résilience effectivement qui soit équitable et plus juste socialement. Je ne crois pas qu'il faille développer les capacités de cette société injuste, inégalitaire-là, à être résiliente. Mais au contraire, je pense qu'il faut l'aider à entamer une transition. Et la résilience peut venir freiner celle-ci, si jamais on idéalise en quelque sorte, ou si on ne questionne pas le point de départ et l'origine de nos sociétés. Donc je pense qu'il faut s'interroger sur les causes de toutes ces catastrophes environnementales, climatiques, et puis vraiment réopérer à la source pour que ça n'advienne plus et opérer une transition. Mais la résilience, elle peut être aussi vue autrement, aussi lue autrement. Pour moi, elle ne me gênerait pas si justement ça permet de favoriser cette transition sociale écologique dont on parle. Et donc notamment si par exemple elle était vouée à favoriser l'entraide, la solidarité entre les États, entre les gouvernements, les populations en leur sein, toutes classes ou catégories socio-professionnelles confondues. Si la coopération me semble favoriser la réduction des inégalités, en tant qu'on instaure comme capital ou comme prioritaire l'aide aux plus démunis d'entre nous. Il faut que ces politiques publiques résilientes, entre guillemets, ou qui favoriseraient la résilience de nos sociétés, aient des objectifs de justice et d'équité. Et pour ce faire, il faut effectivement venir en aide à ceux qui sont les plus exposés, les plus dramatiquement démunis face aux conséquences du changement global. Moi, ce qui me vient à l'esprit spontanément, ce sont par exemple les événements climatiques extrêmes, quoi. Malheureusement, j'ai des épisodes comme Katrina qui m'ont fortement marqué, comme récemment les méga-feux ou la fonte des glaciers, du pergélisol. Il y a effectivement des événements climatiques extrêmes de plus en plus fréquents qui surviennent et avec des dégâts absolument incommensurables à la clé et qui frappent malheureusement les populations les plus vulnérables au premier chef. Elles frappent tout le monde, mais elles ne frappent pas tout le monde de la même façon et tout le monde, comme on disait, n'est pas également doté pour y faire face.